On va commencer aujourd'hui par le premier chapitre de la classe de terminale en physique, le chapitre 1, les énergies. Les énergies, on a fait ce chapitre en bac et c'est le même chapitre, rien ne va changer. Tout d'abord, je veux commencer par les types des énergies. On a, premier type d'énergie, on a énergie cinétique. Deuxième type d'énergie, on a énergie potentielle de pesanteur. Troisième type d'énergie, on a énergie potentielle élastique. Quatrième type d'énergie, on a énergie mécanique. Et cinquième type d'énergie, on a énergie interne. Donc, on va commencer par le premier type d'énergie, qui est l'énergie cinétique. Comme on sait, c'est l'énergie reçue par un système suite à son mouvement, comme on a déjà expliqué ou bien rappelé dans le rappel qu'on a fait. Donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré. Dans le système international, c'est mètres en seconde, c'est kilogrammes, et l'énergie, bien sûr, c'est en joules. Deuxième type d'énergie, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Dans le cas de l'énergie potentielle de pesanteur, si je prends par exemple ici une plaque en verre et je prends un objet, cet objet, je fais élever l'objet au-dessus d'une plaque de verre à un point A, j'enlève l'objet au-dessus du verre à un point B et j'enlève l'objet au-dessus du verre à un point C. Et je lâche l'objet. Si je lâche l'objet, l'objet va tomber sur le verre. Donc, il est presque impossible que l'objet casse le verre car la hauteur ici est faible. Et ici, j'ai à peu près 90% que l'objet peut casser le verre. Donc, si l'objet ne casse pas le verre, c'est-à-dire il ne peut pas faire un travail. Et comme il ne peut pas faire un travail, alors il n'a pas assez d'énergie. Par contre, au point C, le point C, il peut casser le verre. Pourquoi? C'est-à-dire il peut faire le travail. C'est quoi ce travail? C'est de casser le verre. Il peut faire ce travail, c'est-à-dire il possède de l'énergie. Et cette énergie dépend de quoi? De la hauteur au-dessus du verre. Donc, d'où vient
la notion de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur dépend de la position de l'objet dans l'espace. Et si il ne peut pas faire casser le verre, c'est-à-dire il ne peut pas faire ce travail, alors l'énergie qu'il possède, qu'on appelle énergie potentielle, est faible. C'est-à-dire il n'a pas assez d'énergie, donc il ne peut pas faire ce travail. Dans ce cas, l'énergie potentielle de pesanteur qu'il possède est forte. Pourquoi? Car il est à 90%, il peut casser ce verre. Dans ce cas, cette énergie potentielle dépend de quoi? De sa distance par rapport au verre, c'est-à-dire sa distance h, sa hauteur h. Et le verre en physique est appelé une référence. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur dépend de la distance de l'objet par rapport à un certain niveau horizontal appelé en physique référence. Maintenant, si je veux déterminer l'énergie potentielle de pesanteur, on a trois possibilités. Soit c'est le niveau horizontal, c'est-à-dire la référence. Première possibilité, l'objet peut se trouver sur la référence. Deuxième possibilité, l'objet peut se trouver au-dessus de la référence. Troisième possibilité, l'objet peut se trouver au-dessous de la référence. Si l'objet est sur la référence, c'est-à-dire sa distance par rapport à la référence est nulle, donc l'énergie potentielle de pesanteur dans ce cas est nulle. Si l'objet est au-dessus de la référence, si on le lâche, il peut descendre automatiquement, il peut casser ou bien il peut frapper la référence. Dans ces cas, il possède de l'énergie. En mathématiques, il possède, c'est-à-dire l'énergie potentielle de cet objet est positive. Par contre, si l'objet est au-dessous de la référence, il ne peut pas sauter vers la référence. Pourquoi? Car il n'a pas assez d'énergie qui lui fait sauter à la référence. Il a une manque d'énergie. Il n'a pas assez d'énergie. Ceci est appelé en mathématiques, on traduit, donc l'énergie potentielle est négative. Alors, si l'objet est au-dessus de la référence, l'énergie potentielle est positive. Si l'objet est au-dessous de la référence, l'énergie potentielle est négative. Et si l'objet est sur la référence, l'énergie potentielle est nulle. D'où l'énergie potentielle de pesanteur, je peux la traduire par l'énergie potentielle de pesanteur est égale à plus ou moins mgh. H, c'est la distance de l'objet à la référence. C'est une distance, donc dans le système international, c'est mètre. G, c'est mètre par seconde au carré. Masse, dans le système international, c'est kilogramme. Et l'énergie potentielle, c'est en joules. Donc, l'énergie potentielle d'un système par rapport à une certaine référence, c'est l'énergie que possède le système dans sa position dans l'espace. Que veut dire? C'est-à-dire si l'objet position dans l'espace, si l'objet est au-dessus de la référence, son énergie potentielle est positive. Au-dessous, c'est une autre position dans l'espace de la référence, son énergie potentielle est négative. Sur la référence, son énergie potentielle est nulle. Voici le deuxième type d'énergie. Troisième type d'énergie, on va commencer par l'énergie mécanique. Qu'est-ce que c'est l'énergie mécanique? Je vais faire une petite expérience. Du niveau du sol, je fais lancer d'un point A un objet avec une certaine vitesse VA.
cet objet va remonter à une certaine hauteur, par exemple un point B, et puis il va redescendre, c'est-à-dire à la hauteur maximale, sa vitesse devient nulle. Et en passant de A à B, l'objet va passer par un point C et par un point D. Donc l'objet, en passant, je lance l'objet verticalement vers le haut, c'est-à-dire, et cet objet va remonter à une certaine hauteur maximale à un point B. La hauteur maximale, c'est-à-dire sa vitesse, s'annule en ce point. Et en passant de A à B, il va passer par plusieurs points, par exemple un point C et un point D. On considère que la résistance de l'air est négligeable. Que veut dire négligeable? C'est-à-dire, on compose qu'on n'a pas du vent, c'est-à-dire le mouvement de l'objet est 100% vertical. Yani, il ne va pas faire ni vers la gauche ni vers la droite. Son mouvement est directement ou 100% vertical, c'est-à-dire l'objet se déplace verticalement 100%. Ça veut dire la résistance de l'air est négligeable. Et généralement, la résistance de l'air est négligeable, c'est-à-dire comme la résistance de l'air, c'est une sorte de frottement, c'est-à-dire les frottements sont négligeables aussi, car la résistance de l'air est une sorte de frottement. Et sinon donc, si on n'a pas frottement, les objets vont se déplacer 100% verticalement. Maintenant, si je veux étudier le mouvement de cet objet, au point A, il a une certaine vitesse, donc il a une certaine énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique en point A sûrement différent que 0. Et si je prends le sol comme référence, dans ce cas, l'objet au point A se trouve sur la référence. Alors l'énergie potentielle au point A sera nulle, car c'est un objet sur la référence, comme j'ai déjà expliqué ici. En arrivant au point B, la vitesse de l'objet est nulle, donc son énergie cinétique est nulle au point B. Et au point B, il a une certaine distance par rapport à la référence qui est le sol, alors l'énergie potentielle au point B n'est pas nulle, différent que 0. Si je veux étudier plus en détail, en passant de A à B, la vitesse du solide va diminuer avec le temps, c'est-à-dire l'énergie cinétique de l'objet va diminuer avec le temps. Donc je peux écrire sûrement 100% l'énergie cinétique en A est supérieure à l'énergie cinétique en C, supérieure à l'énergie cinétique en D, supérieure à l'énergie cinétique en B. Car en remontant de A à B, la vitesse va diminuer, donc l'énergie cinétique aussi va diminuer. Mais en passant de A à B, sa distance par rapport au sol augmente, donc l'énergie potentielle augmente. C'est-à-dire l'énergie potentielle au point A, sûrement c'est inférieur à l'énergie potentielle au point C, sûrement c'est inférieur à l'énergie potentielle au point D, inférieur à l'énergie potentielle au point B. Donc, en passant de A vers B, de A vers B, l'énergie cinétique diminue et l'énergie potentielle augmente. Dans ce cas, si je veux regarder ou bien je veux faire quelques détails et je veux placer quelques appareils sur les points A, B, C, D et je veux mesurer à chaque point l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. On trouve par exemple, supposons que son énergie cinétique en A, c'est 15 joules. Il arrive au point
C, l'énergie cinétique au point C, c'est-à-dire sa vitesse va diminuer, donc l'énergie cinétique devient plus petite. Supposons que c'est 11 joules. Je calcule l'énergie cinétique en D, supposons que c'est 7 joules. Et bien sûr, l'énergie cinétique en B, c'est 0 joules, comme on a déjà dit. Si je mesure l'énergie potentielle en A, c'est 0 joules, car il est sur la référence. L'énergie potentielle de pesanteur en C, il a une certaine hauteur par la référence, par exemple, c'est 4 joules, supposons. L'énergie potentielle de pesanteur au point D, c'est par exemple 8 joules. Et l'énergie potentielle de pesanteur au point B, supposons que c'est 15 joules. Donc l'énergie cinétique diminue avec le temps et l'énergie potentielle augmente avec le temps. Mais si j'additionne les deux, je trouve 15 plus 0, c'est 15. 11 plus 4, c'est 15. 7 plus 8, c'est 15. Et 8 plus 15 plus 0, c'est 15. C'est-à-dire, l'énergie cinétique diminue et l'énergie potentielle augmente, mais leur somme reste constante. Cette somme est appelée énergie mécanique. Donc, c'est quoi l'énergie mécanique d'un système? C'est la somme, énergie mécanique, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Donc, l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B, égale à l'énergie mécanique en C, égale à l'énergie mécanique en D. Donc, premièrement, je peux dire que l'énergie mécanique en n'importe quel point, l'énergie mécanique est constante. En physique, on dit que l'énergie mécanique est conservée. C'est-à-dire, l'énergie mécanique initiale en A égale l'énergie mécanique finale en B. C'est-à-dire, l'énergie mécanique finale égale énergie mécanique initiale. C'est-à-dire, la variation de l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale égale 0. En plus, lorsque la vitesse augmente, ou bien l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente. Yani ici, l'énergie cinétique diminue de 4 joules, l'énergie potentielle augmente de 4 joules. L'énergie cinétique diminue de 4 joules, l'énergie potentielle augmente de 4 joules. L'énergie cinétique diminue de 7 joules, l'énergie potentielle augmente de 7 joules. C'est-à-dire, lorsque l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente. C'est-à-dire, la variation de l'énergie cinétique est égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Donc, dans quel cas, lorsque le mouvement du système est vertical à 100%, que veut dire? C'est-à-dire, lorsque les frottements sont négligeables. Si les frottements sont négligeables, alors je peux dire l'énergie mécanique est constante, l'énergie mécanique est conservée, l'énergie mécanique finale égale énergie mécanique initiale, et la variation d'énergie mécanique égale 0, et en plus, la variation d'énergie cinétique égale à l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Donc, ça c'est ce qu'on appelle principe de conservation de l'énergie. Le principe de conservation de l'énergie, c'est-à-dire dans le cas où le frottement sont négligeables, l'énergie mécanique est conservée. Dans ce cas, le système est appelé système isolé. Donc, quand est-ce qu'un système est isolé? Lorsque les frottements sont négligeables, c'est-à-dire lorsque
le système est soumis uniquement à l'action de son poids. يعني في الشيء عم بيأثر عليه. Donc, lorsque l'objet est soumis uniquement à l'action de son poids, alors il est appelé système isolé, c'est-à-dire lorsque les frottements sont négligeables, on a le principe et conservation de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie mécanique est conservée. Maintenant, si on a un frottement, en passant de A à B, on a la résistance de l'air. Dans ce cas, la résistance de l'air, c'est-à-dire le corps de l'objet va s'échauffer suite à la résistance de l'air. Le corps de l'objet va s'échauffer, c'est-à-dire le système va perdre de l'énergie. Et s'il perd de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie mécanique finale en B, ça doit être obligatoirement à l'énergie mécanique initiale en A. Alors, la variation d'énergie mécanique qui est égale à énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale, c'est négatif. Et cette variation se transforme quoi? En chaleur, s'échauffe. Yani, le contact produit de chaleur. Donc, si on a frottement, la variation d'énergie mécanique, qui est égale à l'énergie mécanique initiale finale moins énergie mécanique initiale, est égale au travail de la force de frottement. Et comme on sait, le travail de la force de frottement, c'est moins F fois X. On va commencer maintenant par le troisième ou quatrième type d'énergie, qui est l'énergie potentielle élastique. C'est quoi l'énergie potentielle élastique? L'énergie potentielle élastique, je peux la expliquer de cette façon. Si je prends un ressort, ce ressort placé sur une table, donc le ressort a sa longueur initiale L0. Yani on n'a ni allongement ni compression du ressort. Je prends la masse et je peux allonger le ressort d'une certaine distance X. Cette distance X, qu'on s'appelle delta L, ou bien X, en physique est appelée élongation. En brevet, vous appelez ça allongement. Pourquoi élongation? Car au lieu de prendre la masse de ce côté, je peux comprimer le ressort, c'est la même chose. Je lâche la masse. Le solide va se déplacer et va prendre sa position initiale. Donc, en faisant allonger le ressort emmagasine une certaine énergie. Due à l'élasticité du ressort, cette énergie est alors appelée énergie potentielle élastique. Donc, l'énergie potentielle élastique, c'est l'énergie emmagasinée dans le ressort lorsqu'on allonge ou bien lorsque je le comprime. Même chose. Si je comprime, ça c'est le ressort, je peux le comprimer d'une certaine distance X. Et si je relâche, il va reprendre sa position initiale. Donc, en allongeant ou bien en comprimant le ressort, il va emmagasiner une certaine énergie. Cette énergie est appelée énergie potentielle élastique. Et cette énergie potentielle élastique, due à l'élongation du ressort. Yani, si X augmente, il va revenir plus vite. Si X diminue, il va revenir sur la position initiale moins vite. Et cette énergie potentielle est appelée énergie potentielle élastique égale à 1 demi kx au carré. C'est quoi X? C'est l'élongation. X, c'est une distance dans le système international, c'est mètres. K, c'est la constante de raideur du ressort.
comme en brevet. C'est la constante de raideur du ressort, son unité c'est toujours newton par mètre. Et l'énergie, bien sûr, c'est en joules. Maintenant, je peux écrire l'énergie mécanique d'une façon plus générale. C'est l'énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur plus énergie potentielle élastique. Donc l'énergie mécanique d'un système, c'est 1 demi mv carré plus ou moins mgh, ça dépend au-dessous ou bien au-dessus de la référence, plus 1 demi k x carré. Ça, c'est l'énergie mécanique de n'importe quel système. Maintenant, on va parler de l'énergie interne. En effet, on peut définir une énergie appelée énergie totale du système. C'est l'énergie mécanique macroscopique plus énergie microscopique. L'énergie microscopique, c'est l'énergie cinétique microscopique plus énergie potentielle microscopique. Énergie cinétique microscopique dépend de la vitesse des atomes du système. L'énergie mécanique, si on chauffe un système, si la température d'un système augmente, la vitesse des atomes augmente. Donc l'énergie cinétique microscopique augmente. Si on fait refroidir un système, l'énergie cinétique des atomes diminue, alors l'énergie microscopique diminue. Donc l'énergie cinétique microscopique dépend de la température ou variation de la température du système. L'énergie potentielle microscopique, lorsque le solide se déplace au bien du solide, lorsque l'objet ou le système du solide vers liquide, il y a un changement d'état, déjà de liquide vers gaz. Il y a l'eau. Si je chauffe l'eau, un morceau de glace. Je chauffe, il devient de l'eau. On a changement d'état, solide liquide, donc l'énergie potentielle microscopique varie. Et cette eau, je le chauffe encore, je deviens un vapeur, comme gaz. Donc dans ce cas, l'énergie potentielle microscopique, varie. Et cette énergie potentielle microscopique est appelée énergie interne. Donc l'énergie totale du système est formée par l'énergie mécanique plus énergie interne. Et si le système est isolé, l'énergie totale est constante. Donc l'énergie mécanique finale plus énergie interne finale égale énergie mécanique initiale plus énergie interne initiale. Je fais ça de l'autre côté. Donc l'énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale, énergie interne finale moins énergie interne initiale. Finale moins initiale, c'est la variation d'énergie mécanique. Initiale moins finale, moins variation de l'énergie interne. Donc, dans le cas d'un système isolé, la variation d'énergie interne égale à l'opposé de la variation d'énergie mécanique. Donc, on peut dire que le système n'importe quel système possède une énergie totale et cette énergie est appelée énergie mécanique plus énergie interne. Et cette énergie interne, c'est l'énergie microscopique, cinétique et potentielle. L'énergie cinétique microscopique, on n'a pas une formule, elle dépend de la vitesse des atomes du système. L'énergie potentielle microscopique dépend aussi de la changement d'état du système. Pour cela, je peux définir une énergie interne et comme énergie totale. Dans le cas d'un système isolé,
l'énergie, la variation d'énergie mécanique est l'opposé de la variation d'énergie interne.